Ma femme couchait avec mon meilleur ami dans notre lit conjugal pendant que je réparais la transmission de Madame Henderson, à 3 pâtés de maison de là. Je ne le savais pas encore, mais je l'apprendrais de la manière la plus humiliante qui soit, via une diffusion en direct que la moitié de notre quartier regarderait. Mais laissez-moi reprendre. Je m'appelle Tom Foster. Et jusqu'à il y a 6 mois, je pensais avoir tout compris. 41 ans, propriétaire de Foster & Auto Repair, du bon côté d'Avril Anne. Marié à la plus belle femme du quartier. Renée Foster, blonde, ambitieuse, le genre de femme qui pouvait vous convaincre que le noir était blanc et vous faire remercier du privilège. Tom, tu travailles encore tard, dirait-elle, debout à l'entrée de mon atelier dans cette petite robe d'été qui faisait oublier à chaque homme du quartier le nom de sa propre femme. Les enfants te voient à peine. Elle avait raison, bien sûr. Max, notre fils de 16 ans, passait la plupart de ses soirées à m'aider à l'atelier plutôt qu'à faire ses devoirs. Les jumelles, Lily et Grace, avaient 11 ans et commençaient à me traiter comme un étranger qui se présentait occasionnellement pour le dîner. Et Olivia, notre fille de 19 ans, était à l'université, appelant de moins en moins chaque mois. Les affaires marchent bien, René. J'essaie de construire quelque chose ici. J'essuyais mes mains sur un chiffon graisseux, laissant des traces noires qui ne partiraient jamais complètement. Pour nous, pour les enfants. Je sais, chérie. Elle s'approcha et m'embrassa sur la joue, laissant une empreinte parfaite de rouge à lèvres. Mais n'oublie pas de vivre un peu. À propos, Nicole organise encore l'une de ses soirées ce week-end. Tu devrais venir. Nicole Brennan vivait 2 maisons plus loin et organisait tous les mois ce qu'elle appelait des soirées-jeux pour adultes. J'y étais allé une seule fois et j'avais passé toute la soirée à regarder des couples mariés flirter avec les conjoints des autres en prétendant que ce n'était que du divertissement innocent. J'y penserai, mentis-je. René sourit de ce sourire. Celui qui m'avait fait la demander en mariage après 6 mois de fréquentation. Celui qui m'avait convaincu de prendre une 2e hypothèque pour acheter la maison d'Avril Anne. C'est ce que j'aime chez toi, Tom. Tu es tellement prévisible. À l'époque, je pensais qu'elle le disait comme un compliment. Le premier vrai signe que quelque chose n'allait pas arriva un mardi soir de mars. J'avais fermé l'atelier tôt pour surprendre René avec un dîner de chez Romano S, le restaurant italien où nous avions eu notre premier rendez-vous. Quand j'entrais dans notre allée, la BMW argentée de Brian Dorsey était garée devant notre maison. Brian, ou Bri comme tout le monde l'appelait, était mon meilleur ami depuis que nous avions 12 ans. Nous avions joué ensemble au baseball, fait des doubles rendez-vous au lycée, était le meilleur homme l'un de l'autre. Il vendait de l'immobilier maintenant, gagnait 3 fois plus que moi, et avait ce charme facile qui donnait aux gens envie de lui confier leurs plus gros investissements. Je l'ai trouvé dans la cuisine, assis côte à côte à notre comptoir de petit déjeuner, partageant une bouteille de vin que j'avais gardée pour notre anniversaire. Tom. Bri se leva d'un bond comme s'il avait été pris en flagrant délit. Je ne t'ai pas entendu entrer. La porte était déverrouillée, dis-je, posant les sacs de plats à emporter sur le comptoir. Quelle est l'occasion? Aucune occasion, dit René calmement. Bri était juste en train de me parler de cette incroyable propriété qui est arrivée sur le marché. 3 acres en bord de lac. Ça a l'air cher. Tout ce qui en vaut la peine l'est, dit Bri, remplissant son verre de vin. Mais avec la plus-value que tu as accumulée ici, plus la valeur de l'atelier. Je ne vends pas l'atelier. Un silence inconfortable s'étira entre nous. Finalement, René se leva et commença à déballer les contenants de plats à emporter. Bien sûr que non, chérie. Nous rêvons juste tout haut. Elle m'embrassa le front. Tu sais à quel point j'aime rêver. Bri partit 20 minutes plus tard. Mais quelque chose était différent. La façon dont René vérifiait constamment son téléphone pendant le dîner. La façon dont elle avait évité mon regard quand je l'avais interrogée sur sa journée. La façon dont elle était allée se coucher tôt, prétextant un mal de tête. J'aurais dû faire confiance à mon instinct. Au lieu de cela, je me suis convaincu que j'étais paranoïaque. Le 2e signe arriva une semaine plus tard. J'étais sous le capot d'une Camaro N98 quand Max entra dans l'atelier, son sac à dos en bandoulière. Papa, je peux te demander quelque chose? Vas-y, je ne levai pas les yeux du moteur. L'alternateur était hors service et le propriétaire, un gamin à peine plus âgé que Max, espérait que je pourrais faire des miracles pour éviter le coût de remplacement de 3 cents. Maman et toi, est-ce que, je ne sais pas, vous vous parlez encore?
Ça attira mon attention. Je me redressai, m'essuyant les mains. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est juste. Max passait son poids d'un pied à l'autre, comme il le faisait quand il était nerveux. Elle est différente ces derniers temps. Toujours sur son téléphone, toujours à sortir avec Nicole et ses femmes. Et quand tu essaies de lui parler, c'est comme si elle n'écoutait pas vraiment. Ta mère a des amis, Max. C'est sain. Oui, mais... Il s'interrompit, puis secoua la tête. Peu importe. Oublie ce que j'ai dit. Mais je ne pouvais pas oublier. Cette nuit-là, j'ai fait attention. Vraiment attention. René vérifia son téléphone 17 fois pendant le dîner. Elle rit de quelque chose sur l'écran 2 fois, puis le posa rapidement face contre table quand elle me surprit à la regarder. Quand je l'interrogeai sur sa journée, elle donna des réponses vagues sur des réunions et de la paperasse. Quand je suggérai de regarder un film ensemble, elle dit qu'elle avait une matinée chargée et monta à l'étage. Je la trouvai dans notre chambre, porte close, parlant à voix basse à quelqu'un au téléphone. Quand je frappai et entrai, elle termina rapidement l'appel. « C'est le travail, dit-elle, évitant mon regard. Tu sais comment c'est. » Mais je ne savais pas René travaillait dans les ressources humaines pour une compagnie d'assurance de taille moyenne. Quel genre d'urgence RH exigeait des appels téléphoniques secrets à 10 heures du soir? Le troisième signe, celui qui aurait dû être un avertissement néon clignotant, arriva 2 semaines plus tard. J'étais en retard pour le dîner, ayant passé 1 heure supplémentaire à essayer de ressusciter une transmission qui aurait dû être mise hors de sa misère il y a des années. Quand je rentrai enfin à la maison était vide, à l'exception des jumelles qui mangeaient des céréales devant la télévision. « Où est maman ?» demandai-je. « Chez Nicole », dit Lily sans quitter son émission. Elle a dit qu'elle préparait quelque chose de spécial, ajouta Grace. Une sorte de fête surprise. J'appelai le portable de René. Ça tomba directement sur la messagerie. J'essayai à nouveau 1 heure plus tard avec le même résultat. Elle rentra finalement après 23 heures, sentant le vin et arborant un sourire que je n'avais pas vu depuis des mois. « Désolée d'être en retard, dit-elle, retirant ses talons. Nous nous sommes laissés emporter par l'organisation de la fête d'anniversaire de Sarah Mitchell. Tu sais comment Nicole est quand elle organise quelque chose. Sarah Mitchell vivait à l'autre bout d'Avrilan. Je lui avais parlé peut-être 3 fois en 5 ans de voisinage. Depuis quand toi et Sarah Mitchell êtes-vous assez proches pour organiser sa fête d'anniversaire? René marqua une pause au milieu de l'action d'enlever ses boucles d'oreilles. Nous sommes toutes des voisines, Tom. Ça s'appelle être sociable. Tu devrais essayer parfois. La pique atteignit sa cible. Je n'avais jamais été bon pour la vie sociale du quartier. Pendant que René charmait tout le monde aux fêtes de quartier et aux réunions d'associations de propriétaires, je travaillais généralement ou me cachais dans mon garage, bricolant avec tout projet qui me maintenait sain d'esprit cette semaine-là. Peut-être que je le ferai, dis-je. Bien. En fait, Nicole organise une autre soirée jeu ce samedi. Tu devrais absolument venir. Quelque chose dans son ton me fit lever les yeux. Elle me regardait attentivement, comme si elle attendait une réaction spécifique. D'accord, dis-je. Je serai là. Un instant, son sourire vacilla. Vraiment? Vraiment. Samedi soir, je me suis douché, mis ma plus belle chemise et me suis dirigé vers la maison coloniale parfaitement entretenue de Nicole Brennan, 2 maisons plus loin. La fête battait déjà son plein quand je suis arrivé. J'entendais des rires et de la musique venant du jardin, et je voyais la lueur des torches et Tiki à travers le portail latéral. Nicole ouvrit la porte, vêtue d'une robe qui coûtait plus cher que le paiement mensuel de voiture de la plupart des gens. « Tom, je suis tellement surprise de te voir. René a dit que je devais venir. » Bien sûr, elle l'a fait. Le sourire de Nicole était éclatant et perçant. « Eh bien, entre. Tout le monde est dehors. » Le jardin était transformé en quelque chose qui ressemblait à un plateau de cinéma. Des guirlandes lumineuses pendaient entre les arbres. Un bar complet était installé près de la piscine, et au moins 20 personnes étaient dispersées en petits groupes, toutes tenant des verres et parlant avec l'animation des gens qui s'efforcent trop de s'amuser. J'aperçus René immédiatement. Elle était près de la piscine avec Brie et un autre couple que je reconnaissais mais dont je ne pouvais pas me rappeler le nom. Elle riait de quelque chose que disait Brie, sa main posée sur son bras d'une manière qui me serra l'estomac. « Tom » appela Brie quand il me vit. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, mon vieux. »
Plein de surprises, dis-je, acceptant la bière que quelqu'un me tendait. La soirée commença assez innocemment. Nous avons joué à un jeu ridicule où il fallait deviner quel conjoint avait dit quelque chose embarrassante. René et moi avons perdu de façon spectaculaire, principalement parce que je ne savais apparemment rien des désirs secrets ou des fantasmes cachés de ma femme. Allez, Tom, dit Nicole quand je n'ai pas deviné que le plus grand fantasme de René était de s'enfuir en Italie avec un étranger mystérieux. Vous êtes mariés depuis 15 ans. Tu devrais savoir ces choses. Apparemment non, dis-je, tirant une longue gorgée de ma bière. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que les verres se vidaient plus librement, les jeux devinrent plus intimes. Quelqu'un suggéra action ou vérité, comme si nous étions des adolescents à une soirée pyjama. Les vérités devinrent plus personnelles, les gages plus suggestifs. Quand ce fut le tour de René, elle choisit action. Je te mets au défi, dit Nicole avec un sourire malicieux, d'embrasser la personne de ce cercle que tu trouves la plus attirante, à part ton mari, bien sûr. Le groupe éclata de rires et de sifflements. J'attendais que René lève les yeux au ciel ou fasse une blague sur le ridicule de tout cela. Au lieu de cela, elle se dirigea directement vers Brie et l'embrassa. Pas un petit baiser sur la joue ou un baiser amical. Un vrai baiser. Le genre de baiser qui fit taire tout le monde et me glaça le sang. Quand ils se séparèrent enfin, René me regarda droit dans les yeux. Ton tour, chérie. Action ou vérité? Je posai ma bière et me levai. En fait, je pense que je vais rentrer à la maison. Je travaille tôt demain. Oh, allez, Tom. Quelqu'un cria. Ne sois pas rabat-joie. Mais je me dirigeais déjà vers le portail. Derrière moi, j'entendais René s'excuser, disant à tout le monde que j'étais fatigué, que je travaillais trop dur, que je ne savais plus m'amuser. Elle avait raison sur ce dernier point. J'étais sur le point d'apprendre exactement à quel point j'avais manqué de plaisir. Chapitre 2. La vidéo qui a tout brisé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis resté allongé à côté de ma femme, écoutant sa respiration, me demandant depuis combien de temps elle me mentait. Me demandant depuis combien de temps mon meilleur ami me mentait, me demandant si je perdais la tête ou si tout le monde avait perdu la sienne. À 6 heures du matin, j'ai abandonné l'idée de dormir et je suis allé à l'atelier. Le travail était la seule chose qui avait encore un sens. Les moteurs avaient des problèmes que l'on pouvait diagnostiquer et réparer. Il ne vous mentez pas, n'embrassez pas votre meilleur ami lors de fêtes, et ne vous donnez pas l'impression de devenir fou. J'avais les coudes plongés dans une réparation de frein quand Max est arrivé vers midi avec des sandwichs de la charcuterie du coin. Je me suis dit que tu aurais faim, dit-il, me tendant un club sandwich à la dinde. Merci, mon grand. Je m'essuyai les mains et m'assis sur une caisse renversée. Tu ne devrais pas faire des trucs d'ado un dimanche. Jouer aux jeux vidéo ou ignorer tes devoirs? Maman a son club de lecture. Elles sont bruyantes. Club de lecture? Oui. Nicole et Sarah et Madame Patterson d'en bas de la rue. Elles se rencontrent tous les dimanches depuis un mois. Max prit une bouchée de son sandwich, puis me regarda attentivement. Elle ne parle pas vraiment beaucoup de livres. De quoi parle-t-elle? Je ne sais pas. Je sais juste qu'elles rient beaucoup et boivent du vin et parfois je les entends parler d'eux. Il s'interrompit, son visage rougissant. De quoi? De trucs d'adultes? Tu sais, des trucs de relations. Je sentis le nœud familier se former dans mon estomac. Quel genre de trucs de relations? Papa, je ne veux vraiment pas. Max, quel genre de trucs de relations? Il soupira et posa son sandwich. La semaine dernière, j'ai entendu maman dire à Nicole que le mariage était comme une peine de prison et que certaines personnes avaient la chance de trouver des moyens de, je ne sais pas, obtenir des permis de sortie le week-end ou quelque chose comme ça. Le nœud dans mon estomac se serra en un point. Et hier, après que tu sois parti de la fête plus tôt, je l'ai entendu au téléphone avec quelqu'un. Elle riait et disait quelque chose à propos de comment tu étais tellement naïf qu'elle pourrait probablement. Eh bien, elle a utilisé un mot que je ne suis pas censé dire. Quel mot? Le gros mot en F, papa. Elle a dit qu'elle pourrait probablement te rouler dans la farine juste devant ton nez et que tu la remercierais pour ça. Je fixai mon fils de 16 ans, voyant l'inquiétude et la confusion dans ses yeux et sentis quelque chose en moi se briser. Non pas se briser comme un os, net, soudain et douloureux. Se briser comme un barrage cède, lentement au début, puis d'un coup. Papa, tu vas bien? Oui, dis-je, bien que nous savions tous les deux que non.
Oui, je vais bien. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis rentré tôt à la maison et j'ai fouillé les affaires de ma femme. J'ai commencé par sa commode, puis son placard, puis sa voiture. J'ai trouvé des reçus de restaurants où je n'étais jamais allé, des bars d'hôtels en ville, de la lingerie que je ne l'avais jamais vue porter. Dans sa boîte à gants, j'ai trouvé un téléphone jetable dont je ne savais pas qu'elle possédait. Le téléphone était protégé par un mot de passe, mais Renée n'avait jamais été particulièrement créative avec les mots de passe. Notre date d'anniversaire m'y donna accès au deuxième essai. Ce que j'ai trouvé m'a fait regretter d'avoir cherché. Des messages textes remontant à des mois. Des photos que je n'aurais jamais voulu voir. Des fichiers vidéo avec des noms comme Samedi amusant et Pendant que Tom travaille et Meilleurs amis pour toujours. Mais ce n'était pas seulement Brie. Il y avait des messages d'au moins 4 autres hommes, dont Ethan Patterson, notre voisin, dont la femme faisait apparemment partie du club de lecture du dimanche. Il y avait des discussions de groupe avec des noms comme Avery après minuit et Guerriers du week-end et qui détaillaient tout un monde secret se déroulant juste sous mon nez. Le pire n'était pas le sexe. C'était la façon dont ils parlaient de leur conjoint. Les blagues sur notre stupidité, sur la facilité avec laquelle nous étions dupés, sur notre côté pathétique de ne pas savoir ce qui se passait dans notre propre quartier. Il y avait un fil de messages qui m'a rendu physiquement malade. Renée, Tom travaille encore tard. Surprise. Nicole, parfait. Brie est déjà là. On commence sans toi, Sarah? Sarah, donnez-nous 10 minutes. Ethan couche les enfants. Renée, mon Dieu, j'adore à quel point il est prévisible. La même routine chaque soir. L'atelier jusqu'à 20h. Dîner, télé, au lit à 22h. C'est comme être marié à un robot. Nicole, au moins ton robot gagne bien sa vie. Le mien peut à peine payer le prêt immobilier. Renée, plus pour longtemps. Brie a examiné les comptes de l'atelier. Tom a caché de l'argent dans des comptes dont il pense que je n'ai pas connaissance. Mignon, non? Sarah, qu'est-ce que tu vas faire? Renée, qu'est-ce que tu crois? Les lois sur la communauté de biens sont de belles choses, surtout quand ton mari est trop confiant pour prendre un bon avocat. J'ai fait des captures d'écran de tout. Chaque message, chaque photo, chaque fichier vidéo. Puis j'ai remis le téléphone exactement là où je l'avais trouvé et je suis allé à mon garage pour vomir. Quand Renée est rentrée ce soir-là, elle m'a trouvé dans le salon, regardant la télévision comme si rien ne s'était passé. « Comment s'est passée ta journée ?» a-t-elle demandé, m'embrassant le haut de la tête. « Bien. Comment s'est passé le club de lecture ?»« Oh, tu sais, nous lisons ce roman d'amour. » Très instructif, a-t-elle ri de sa propre blague. Je vais prendre une douche. Les jumelles sont chez ma mère ce soir, donc nous sommes juste nous deux. Où est Max? Chez Jack, soirée pyjama. Elle se dirigea vers les escaliers, puis s'interrompit. En fait, Tom, il y a quelque chose dont je voulais te parler. Oui. Je pensais que nous devrions prendre des vacances. Juste nous deux. Peut-être l'Europe. J'ai vu un hôtel incroyable à Rome. La même Rome qu'elle avait mentionnée dans son fantasme à la fête de Nicole. La même Rome qu'elle avait recherchée sur son téléphone selon son historique de navigation. Ça a l'air cher. Eh bien, c'est ça le truc. Elle s'assit sur l'accoudoir de ma chaise, passant ses doigts dans mes cheveux. Brie pense que nous pourrions obtenir un très bon prix pour l'atelier en ce moment. Le marché est en pleine effervescence, et avec tout le développement en cours au centre-ville. Voilà. La vraie raison de cette affection soudaine, des vacances européennes, de l'inquiétude que je travaille trop. Je ne vends pas l'atelier, Renée. Je sais, chérie. Je ne te demande pas de le faire. Je dis juste que nous avons des options. Nous pourrions vendre, prendre le temps de voyager, peut-être recommencer à zéro quelque part. Recommencer à zéro. Exactement. Elle se pencha et m'embrassa le cou. Ça ne te semble pas incroyable? Fini les journées de 12 heures. Fini la graisse sous les ongles. Fini l'inquiétude de payer les salaires chaque mois. Et que ferais-je dans ce nouveau départ? Tout ce qui te rend heureux. Peut-être que tu pourrais enseigner ou consulter ou. Elle haussa les épaules. Nous trouverions ensemble. Ensemble, n'est-ce pas? Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Bien sûr. Il n'y a pas d'urgence.
Mais son sourire disait le con. Rare. Je vais prendre ma douche. Pourquoi ne pas ouvrir une bouteille de vin? Nous pourrons en parler davantage. Après qu'elle soit montée, je suis resté assis dans le salon sombre et j'ai pris une décision. Si René voulait jouer, je jouerais, mais je jouerais pour gagner. Le lendemain matin, j'ai appelé pour me déclarer malade au travail et j'ai conduit jusqu'à la ville. J'avais 3 arrêts à faire. Un détective privé, une avocate et un magasin d'électronique spécialisé dans le matériel de surveillance. Le détective privé était un ancien flic nommé Jake Morrison qui m'avait aidé quelques années auparavant quand quelqu'un volait à l'atelier. Il écouta mon histoire sans jugement, regarda les captures d'écran que j'avais imprimées et me donna un prix qui me fit grimacer. C'est assez clair et net, dit-il. Votre femme n'est pas exactement subtile. Donnez-moi une semaine, et j'aurai assez de preuves pour l'enterrer dans n'importe quelle procédure de divorce. Je ne veux pas divorcer, dis-je. Pas encore, en tout cas. Je veux tout savoir. Qui est impliqué? Depuis combien de temps ça dure? Quel est leur objectif final? Et je veux que tout soit documenté. J'ai haussa un sourcil. Qu'est-ce que vous prévoyez, Tom? Je prévois d'arrêter d'être prévisible. L'avocate était un requin en costume à $1000 nommé Valérie Shaw, hautement recommandée et facturant en conséquence. Elle examina les preuves, posa des questions précises sur nos actifs et nos dettes, et me donna des conseils à la fois pratiques et impitoyables. La bonne nouvelle, c'est que votre femme a été négligente, dit-elle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'elle n'a pas tort concernant les lois sur la communauté de biens. Si vous voulez protéger votre entreprise et vos actifs, nous devons agir vite et intelligemment. Que recommandez-vous? Officiellement, je vous recommande d'essayer le conseil matrimonial et de régler vos problèmes comme des adultes. Elle se pencha en arrière sur sa chaise. Officieusement, je vous recommande de la laisser creuser sa propre tombe. Continuez à tout documenter. Ne laissez pas transparaître que vous savez. Et le moment venu, nous nous assurons qu'elle obtienne exactement ce qu'elle mérite. Le magasin d'électronique était tenu par un gamin qui semblait à peine assez vieux pour conduire, mais qui en savait plus sur la technologie de surveillance que le FBI. Il me vendit des caméras de la taille de boutons de chemise, du matériel audio capable de capter des conversations à travers les murs et des traceurs GPS pratiquement indétectables. C'est du matériel d'espionnage sérieux, dit-il en enregistrant ma commande. Vous êtes sûr de ne rien faire d'illégal? Je suis sûr, dis-je. Je suis juste fatigué d'être la seule personne honnête dans mon mariage. Ce soir-là, j'ai installé des caméras dans ma maison, mon atelier et la voiture de René. J'ai mis en place des enregistrements audio dans la cuisine, le salon et la chambre. J'ai activé le suivi GPS sur son téléphone et j'ai commencé à surveiller son activité Internet. En 48 heures, j'avais assez de preuves pour détruire non seulement mon mariage, mais la moitié des mariages d'Avrilan. Le club de lecture était en fait une couverture pour ce qui ne pouvait être décrit que comme un club échangiste de banlieue. Les soirées jeux mensuelles chez Nicole étaient des événements de recrutement pour de nouveaux couples. Et ma femme n'était pas seulement une participante. Elle était l'une des organisatrices. Mais le vrai coup de grâce est arrivé le jeudi soir. J'étais à l'atelier, censé travailler tard, mais en fait, je surveillais les flux en direct de ma maison. René avait invité Brie pour ce qu'elle lui avait dit être une séance de stratégie pour me convaincre de vendre l'entreprise. J'ai regardé ma femme et mon meilleur ami faire l'amour dans mon lit tout en discutant de la meilleure façon de me manipuler pour que j'abandonne tout ce pourquoi j'avais travaillé. Il est tellement naïf, dit René après, allongé nu à côté de l'homme que j'avais considéré comme un frère. Il pense vraiment que je l'ai épousé par amour. Pourquoi l'as-tu épousé? Demanda Brie, allumant une cigarette dans ma maison non-fumeur. Sécurité, stabilité, une belle maison dans un bon quartier. Elle rit. En plus, il était si reconnaissant d'avoir quelqu'un comme moi. Je savais qu'il ne poserait jamais trop de questions. Et maintenant je m'ennuie et tu es là et cet atelier vaut bien plus qu'il ne le pense. Et s'il ne veut pas vendre? Il le fera. J'ai déjà semé les graines. Vacances européennes, nouveau départ, toutes ces conneries. Et si ça ne marche pas? Elle haussa les épaules. Il y a d'autres moyens de motiver quelqu'un. Comme lui faire croire qu'il perd la tête. Le gaslighting est une belle chose, Brie. Faire douter quelqu'un de sa propre santé mentale assez longtemps et il acceptera n'importe quoi juste pour que ça s'arrête.
J'ai éteint le flux et je me suis assis dans mon atelier vide, entouré des outils et de l'équipement que j'avais accumulé pendant 15 ans, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Une rage pure et froide. Ils voulaient jouer à des jeux psychologiques. Très bien. Mais ils étaient sur le point d'apprendre que le type calme et prévisible qu'ils avaient sous-estimé avait quelques surprises de son cru. La guerre pour ma vie était sur le point de commencer. Vendredi matin, je me suis réveillé avant l'aube et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. J'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille. Des pancakes, du bacon, du jus d'orange frais, tout le tralala. Quand Renée est descendue, elle m'a trouvé en train de fredonner en faisant sauter les pancakes, déjà habillés pour le travail. « Tu es de bonne humeur », dit-elle prudemment. Je pensais juste à ce que tu disais sur les vacances, prendre un nouveau départ. Je lui ai souri, du même sourire confiant que je lui donnais depuis 15 ans. Peut-être que tu as raison. Il est peut-être temps de changer. Son visage s'éclaira. Vraiment? Tu envisagerais de vendre l'atelier? J'envisagerais beaucoup de choses pour toi. Je lui tendis une assiette de pancakes. Pourquoi ne pas appeler Brie aujourd'hui? Qu'il vienne ce week-end pour que nous puissions parler sérieusement de nos options. C'est merveilleux, Tom. Je suis si heureuse que tu sois aussi ouvert d'esprit à ce sujet. Si seulement elle savait à quel point je devenais ouvert d'esprit. Max apparut dans la cuisine, attiré par l'odeur du bacon. Papa, tu as fait le petit déjeuner. Je me suis dit qu'il était temps que je commence à accorder plus d'attention à ma famille, dis-je, lui ébouriffant les cheveux. À propos, pourquoi n'inviterais-tu pas Jake ce week-end? Vous pourrez traîner ensemble pendant que ta mère et moi parlerons affaires avec Brie. Jake est d'accord avec ça. La mère de Jake part en ville. J'ai déjà parlé à son père. C'était vrai. J'avais appelé Jim Morrison, le père de Jake, et mon détective privé la veille. Jake viendrait, mais pas pour les raisons que Max pensait. Les jumelles arrivèrent ensuite, encore en pyjama. Et je fis un grand numéro pour leur servir le petit déjeuner et leur demander leur plan pour le week-end. Des trucs de papa normaux. Le genre de choses que l'ancien Tom Foster aurait faites s'il n'avait pas été si occupé à essayer de construire une entreprise pour soutenir une femme qui prévoyait déjà de la lui enlever. C'est agréable, dit René, me regardant interagir avec nos enfants. Nous devrions faire ça plus souvent. Nous le ferons, promis-je. Les choses vont être très différentes ici. Après le petit déjeuner, j'embrassai René pour lui dire au revoir et me diriger vers l'atelier. Mais au lieu d'ouvrir pour les affaires, je passai la matinée à installer ce que Jake Morrison avait appelé le « théâtre ». Des caméras positionnées pour capturer chaque angle du poste de travail principal, du matériel audio caché dans le bureau, et quelques touches spéciales qui seraient utiles plus tard. Vers midi, Brie arriva à l'improviste. « Tom, René a dit que tu voulais parler de la vente de cet endroit. » Il regarda autour de l'atelier comme s'il calculait déjà la superficie et la valeur des biens. Je dois dire que je suis impressionné. Tu as vraiment construit quelque chose ici. Merci. Ça a été ma vie pendant 15 ans, et ça a été une bonne vie. Mais imagine ce que tu pourrais faire avec le capital d'une vente. L'immobilier est en plein essor en ce moment. Je pourrais t'obtenir le meilleur prix. De quel chiffre parlons-nous? Brie sortit son téléphone et commença à me montrer des ventes comparables dans la région. De manière conservative, je dirais que tu peux tabler sur 1,2 million pour la propriété et l'équipement. Peut-être plus si nous déclenchons une guerre d'enchères. Et ta commission? Taux standard de 6%, 72 000 $. Pas mal pour trahir son meilleur ami et coucher avec sa femme. C'est beaucoup d'argent. Ça l'est, dit-il. Et avec le revenu de René, vous pourriez vraiment vivre où vous voulez. L'Europe, peut-être. Je sais qu'elle a parlé de l'Italie. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Laisse-moi te demander quelque chose, Brie. D'homme à homme, penses-tu que je fais le bon choix ici? Il posa sa main sur mon épaule, me regarda droit dans les yeux, et me mentit. Tom, tu es mon plus vieil ami. Je ne te conseillerai jamais mal. C'est l'opportunité d'une vie. J'apprécie ça. Vraiment. Je lui souris. Tu sais quoi? Allons-y, prépare les papiers. Sérieusement? Sérieusement. Mais je veux que cela reste entre nous pour l'instant. Laisse-moi l'annoncer doucement aux enfants. Tu sais, ils ont passé beaucoup de temps ici. Bien sûr, tout ce dont tu as besoin.
Après son départ, y appelé Valérie Chaud. Il a mordu à l'hameçon, lui dis-je. Bien. Combien de temps avant qu'il ne rédige un contrat de mise en vente? Il aura probablement quelque chose de prêt d'ici lundi. Il est motivé. Je parie qu'il l'est. Rappelez-vous, Tom, ne signez rien avant que je ne l'ai examiné et continuez à tout documenter. Croyez-moi, je ne fais que commencer. Ce soir-là, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé René dans la cuisine, pratiquement rayonnante d'excitation. Brie a appelé, dit-elle. Il a dit que tu étais prêt à mettre l'atelier en vente. Je le suis. Tu avais raison, chérie. Il est temps pour un nouveau chapitre. Elle me serra dans ses bras et m'embrassa comme elle ne l'avait pas fait depuis des années. Je suis si fier de toi d'avoir eu le courage de faire un changement. Courageux, n'est-ce pas? Il y a juste une chose, dis-je. Je veux d'abord organiser une fête. Une sorte d'adieu à l'ancienne vie, bonjour à la nouvelle vie. Ce week-end, invite tout le monde. Tout le monde, tout le quartier. Nicole, les Patterson, les Mitchell, tous nos amis. Je veux célébrer avec les gens qui comptent le plus pour nous. Le sourire de René vacilla légèrement. Tu ne penses pas que c'est un peu prématuré? Je veux dire, tu n'as même pas encore signé le contrat de mise en vente. Ma décision est prise. La fête la rendra officielle. Je la rapprochai. D'ailleurs, je veux montrer à tout le monde à quel point j'ai de la chance. Une femme formidable, de grands amis, une vie formidable. Que pourrait demander de plus un homme? Tom, à moins que tu ne veuilles pas faire de fête. Je veux dire, si tu es trop occupé avec le club de lecture ou les soirées jeux ou autre chose. Non, non, bien sûr que je veux faire une fête. C'est juste. Es-tu sûr d'être prêt pour un si grand changement? Chérie, je n'ai jamais été plus prêt à rien dans ma vie. Samedi matin, j'ai envoyé des invitations à chaque foyer d'Avrylann. Pas des invitations formelles, juste un message texte décontracté au groupe de discussion du quartier. Tom et René Foster organisent une fête de célébration ce soir à 19h. Nourriture, boissons et grandes annonces. Espérons vous y voir tous. Dans l'après-midi, mon jardin était transformé. J'avais loué des tables, des chaises, un système de sonorisation et assez de nourriture et d'alcool pour un petit mariage. Les jumelles étaient excitées à l'idée d'avoir une vraie fête à la maison. Max m'aidait à installer, bien que je puisse dire qu'il était confus par mon enthousiasme soudain pour la socialisation. « Papa, es-tu sûr de ça ?» me demanda-t-il pendant que nous suspendions des guirlandes lumineuses entre les arbres. « Tu détestes les fêtes. »« J'apprends à les apprécier, dis-je. Parfois, il faut sortir de sa zone de confort pour voir ce qui se passe vraiment autour de soi. » À 18h30, je m'excusai pour prendre une douche et me changer, mais au lieu d'enfiler des vêtements de fête, j'ai chargé des piles neuves dans chaque appareil d'enregistrement que je possédais. Ce soir allait être mémorable, et je voulais capturer chaque instant. Les invités commencèrent à arriver à 19h précise. Nicole arriva la première, vêtue comme si elle assistait à une première à Hollywood. Les Patterson suivirent, puis les Mitchell et une demi-douzaine d'autres couples que je connaissais à peine, mais qui apparemment se connaissaient très bien. Brie arriva à 19h15 avec une bouteille de champagne coûteux et un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Tom, c'est tout un festin. Qu'est-ce que nous célébrons exactement ?» De nouveaux départs, dis-je, lui tapant dans le dos. Et de vieilles amitiés. À 20h, la fête battait son plein. Les gens buvaient, riaient et se mêlaient avec l'aisance de voisins qui partageaient plus que de simples lignes de propriété. J'ai joué l'hôte parfait, m'assurant que le verre de chacun était plein et que tout le monde se sentait le bienvenu. À 20h30, je tapais un couteau contre ma bouteille de bière pour attirer l'attention de tous. Si tout le monde pouvait se rassembler, j'aimerais faire une annonce. La foule se calma et forma un cercle lâche autour de moi. René se tenait à ma droite, rayonnante de fierté. Brie était juste en face de moi, son verre de champagne levé en signe d'anticipation. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde d'être venu ce soir. Quand René et moi avons emménagé à Avrylann il y a 5 ans, nous espérions trouver une communauté. Ce que nous avons trouvé, c'est bien plus que cela. Nous avons trouvé une famille. Des murmures d'approbation se propagèrent dans la foule. Vous nous avez accueillis chez vous, inclus dans vos activités, et nous avez fait sentir que nous appartenions. Certains d'entre vous sont devenus plus proches de nous que nos propres parents de sang.
Je regardai directement Brie en disant cela. Il leva son verre plus haut. C'est pourquoi je voulais que vous soyez tous ici ce soir quand je ferai cette annonce. Après 15 ans à bâtir mon entreprise, j'ai décidé qu'il était temps de changer. Ça arrive, chuchota quelqu'un. Je vends Foster? Garage Foster. La foule a éclaté en bavardage surpris. Les gens me félicitaient, me posaient des questions sur mes projets, se demandaient ce que j'allais faire ensuite. J'ai laissé le bruit monter un instant, puis j'ai levé la main pour demander le silence. Mais ce n'est pas le seul changement que j'apporte. J'ai fouillé dans ma poche et en ai sorti une épaisse enveloppe Kraft. Vous voyez, au cours des dernières semaines, j'ai appris des choses très intéressantes sur mes voisins, sur mes amis, sur ma famille. Le brouhaha s'est éteint. Le sourire de René est devenu incertain. J'ai appris que certains d'entre vous se réunissaient régulièrement pour des activités qui vont bien au-delà des clubs de lecture et des soirées-jeux. J'ai appris que ma maison a été utilisée pour ces activités pendant que je travaillais. Et j'ai appris que ma femme et mon meilleur ami prévoyaient de profiter de ma nature confiante pour me voler tout ce pour quoi j'ai travaillé. Le silence était assourdissant. Tom, dit René doucement. Qu'est-ce que tu fais? Je suis imprévisible pour une fois. J'ai ouvert l'enveloppe et en ai sorti une pile de photographies. Ce sont des photos des caméras cachées que j'ai installées dans ma maison, mon atelier et divers véhicules. Celle-ci montre ma femme et Brie ayant des relations sexuelles dans mon lit jeudi soir dernier. J'ai levé la photo. Plusieurs personnes ont halté. Le visage de Nicole est devenu blanc. Celle-ci montre les mêmes deux personnes fouillant mes dossiers financiers à la recherche de comptes auxquels elles pourraient accéder après m'avoir convaincu de vendre mon entreprise. Une autre photo, plus d'allaitement. Et celle-ci montre ce que Nicole aime appeler c'est, qui partit, même si je pense que, orgie de banlieue, est plus précis. La foule commençait à s'éloigner de moi comme si je tenais une grenade dégoupillée, ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Tom, arrête, dit René. Tu te ridiculises. Est-ce le cas? Parce que j'ai aussi des enregistrements audio. Voudriez-vous que je joue la conversation où vous et Brie discutez de mon innocence et de ma nature pathétique? Ou peut-être celle où vous prévoyez de me manipuler pour me faire croire que je perds la tête? Brie s'est avancé. Tom, mon ami, je pense que tu as trop bu. Pourquoi n'irions-nous pas à l'intérieur pour en parler en privé? En privé? Mais Brie, je pensais que tu aimais avoir un public. Après tout, tu te produis pour un chaque week-end depuis des mois. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application vidéo. En fait, j'ai toute une collection de performances. Devrions-nous les regarder ensemble? Je pense que votre femme pourrait être particulièrement intéressée par celle de samedi dernier. Tu es malade, cracha Nicole. Enregistrer des gens sans leur consentement est illégal. En fait, non. Pas quand c'est votre propre maison et votre propre propriété. J'ai vérifié avec mon avocate. Je lui ai souri. Valérie Shaw, peut-être la connaissez-vous. Elle se spécialise dans les affaires de divorce. Très minutieuse, très impitoyable. La foule s'éloignait définitivement maintenant. Certaines personnes se dirigeaient déjà vers leur voiture. Mais attendez, ai-je crié. Ne partez pas encore. Je n'en suis pas encore à la meilleure partie. J'ai de nouveau fouillé dans l'enveloppe et en ai sorti un document juridique. Ceci est une ordonnance restrictive contre ma femme et Brian Dorsey, les empêchant de s'approcher à moins de 150 mètres de mon domicile ou de mon entreprise. Elle prend effet ce soir à minuit. Le visage de René était passé du blanc au rouge, puis à un vert maladif. Tu ne peux pas faire ça. Je peux. Je l'ai fait. Et ça? J'ai sorti un autre document. Ceci est une plainte pour aliénation d'affection, fraude et complot en vue de commettre un vol. Je les poursuis tous les deux en dommages-intérêts pour un montant de 2,4 millions de dollars. C'est insensé, dit Brie. Tu ne réussiras jamais à faire valoir ça. Peut-être pas tout, mais une partie restera, surtout avec toutes les preuves que j'ai rassemblées, photos, vidéos, enregistrements audio, dossiers financiers, témoignages de témoins. J'ai fait un geste vers la foule. À propos, combien d'entre vous voudraient éviter d'être assignés à comparaître dans cette affaire? L'exode a commencé pour de bon. Les gens couraient pratiquement vers leur voiture, laissant derrière eux boissons, sacs à main et toute prétention de dignité. Parce que voici le problème, ai-je continué, élevant la voix pour m'adresser à la foule en fuite.
Je sais qui était impliqué dans ce petit club d'aventure de banlieue. J'ai des noms, des dates, des photos, et à moins que certaines personnes ne veuillent que leurs conjoints et employeurs voient ces photos, je leur suggère d'être très coopératives. En 5 minutes, mon jardin était vide, à l'exception de moi, René, Brie et Max, qui avaient observé depuis la fenêtre de la cuisine. Salaud! Siffla René. Tu as tout gâché. J'ai tout gâché? Ce n'est pas moi qui trompe depuis des mois. Ce n'est pas moi qui complote pour voler l'entreprise de mon conjoint. Ce n'est pas moi qui ment, manipule et me livre à du gaslighting. Tu ne comprends pas. Je comprends parfaitement. Tu t'es lassé de ton mari prévisible et tu as décidé de le remplacer. Le seul problème est que tu as oublié que même les gens prévisibles ont des limites. Brie reculait vers le portail. Tom, écoute, peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Nous pouvons. C'est très simple. Vous avez jusqu'à minuit pour sortir vos affaires de la voiture de ma femme, de ma maison et de ma vie. Après cela, tout contact avec moi ou ma famille sera considéré comme une violation de l'ordonnance restrictive. Et après? Demanda René. Tu penses pouvoir détruire ma vie et t'en tirer comme ça? Je ne détruis pas ta vie, René. Je te donne exactement ce que tu voulais. La liberté de ton mari ennuyeux et prévisible. Une chance de recommencer à zéro. De nouvelles aventures, de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités de montrer à tout le monde à quel point tu es intelligente et sophistiquée. J'ai marché jusqu'au portail et l'ai ouvert. La seule différence est que tu le feras sans ma maison, mon argent ou mes enfants. Après leur départ, Brie courant pratiquement, René criant des menaces par-dessus son épaule, j'ai trouvé Max toujours debout dans la cuisine. Papa, ça va? Oui, mon fils. Pour la première fois depuis des mois, ça va. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, nous allons nettoyer ce gâchis et voir ce qui nous attend. J'ai mis mon bras autour de ses épaules. Mais quoi qu'il arrive, nous le ferons ensemble. Toi, moi et tes sœurs. Et maman? J'ai regardé le jardin, jonché de fournitures de fêtes abandonnées et de rêves brisés. Ta mère a fait son choix, Max. Maintenant, elle doit vivre avec. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans mon propre lit pour la première fois depuis des mois sans me sentir étranger dans ma propre maison. René avait fait un sac et était parti après minuit, mais non sans tenter une dernière manipulation. Elle avait réveillé Max et les jumelles, leur avait dit que je faisais une dépression nerveuse et avait essayé de les convaincre de venir rester avec elle chez Nicole. Max avait refusé catégoriquement. Les jumelles, confuses et effrayées, avaient voulu rester avec leur père. René était donc parti seul, mais pas en silence. Ce n'est pas fini, Tom, avait-elle dit depuis l'embrasure de la porte. Tu penses être si intelligent, mais tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché. Je l'ai déclenché. Je n'ai rien déclenché, René. J'ai juste décidé d'y mettre fin. Maintenant, assis à ma table de cuisine avec une tasse de café et le journal du dimanche, je ressentais quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Mon téléphone avait sonné toute la matinée. Des journalistes, des avocats, des voisins voulant savoir ce diable s'était passé à la fête, mais je l'avais éteint. Aujourd'hui était pour mes enfants et pour décider de la suite. Max est apparu dans la cuisine vers 9 heures, l'air de n'avoir pas beaucoup dormi. Comment tu te sens, ai-je demandé. Bizarre. C'est bizarre de ne pas avoir maman ici, mais aussi. Il a haussé les épaules. Je ne sais pas. Ça semble plus honnête, je suppose. Qu'est-ce que tu veux dire? Comme si pendant des mois, elle avait fait comme si tout allait bien, comme si nous étions cette famille parfaite. Mais tu pouvais le sentir, tu sais, la faustade. C'était épuisant. Les jumelles sont descendues quelques minutes plus tard, toujours en pyjama, l'air perdu. Où est maman? A demandé Grace. Elle reste ailleurs pendant un certain temps, ai-je dit avec précaution. Nous avons des problèmes d'adultes que nous devons régler. Vous allez divorcer? A demandé Lily avec la brutalité directe d'une enfant de 11 ans. Je ne sais pas encore, ma chérie. Peut-être. Bien, a dit Grace d'un ton neutre. Elle était méchante avec toi, Grace. Elle l'était, papa. On l'entendait parfois au téléphone dire des choses méchantes sur toi, et elle mentait toujours sur l'endroit où elle allait. Les enfants voient tout. J'avais oublié cela. Eh bien, quoi qu'il arrive entre votre mère et moi,
vous devez savoir que nous vous aimons toutes les deux très fort. Ça ne changera jamais. Nous savons, a dit Lily. On peut avoir des crêpes? Et juste comme ça, nous étions de retour à la normale, ou à ce qui passait pour normal dans notre nouvelle réalité. Vers midi, Valérie Shaw a appelé sur ma ligne fixe. J'ai vu les nouvelles, a-t-elle dit. La chaîne 7 a diffusé un reportage sur une fête de quartier qui a mal tourné en banlieue. Ils n'ont pas utilisé de nom, mais la description était assez précise. Les nouvelles voyagent vite. Tom, qu'est-ce que tu as fait exactement hier soir? Je lui ai donné le compte-rendu complet de la fête, des photos, de la confrontation publique. Elle a écouté sans m'interrompre, prenant occasionnellement des notes. Eh bien, a-t-elle dit quand j'ai eu fini, ce n'est pas comme ça que j'aurais géré la situation, mais ce n'est pas illégal, et cela envoie certainement un message. Quel genre de message? Que vous n'êtes pas la personne facile que tout le monde pensait que vous étiez. Cela va jouer en notre faveur lorsque l'affaire ira au tribunal. Quand? Pas si. Oh, ça va définitivement aller au tribunal. René m'a déjà appelé 2 fois ce matin, menaçant de vous poursuivre pour détresse émotionnelle, invasion de la vie privée et diffamation. Son avocat est apparemment une grosse pointure de la ville qui se spécialise dans les divorces très conflictuels. Peut-elle gagner? Une partie peut-être, mais Tom, vous devez comprendre, vous venez de déclarer la guerre, et la guerre est coûteuse, désordonnée et imprévisible. Êtes-vous sûr de vouloir vous engager sur cette voie? J'ai pensé à la vidéo de ma femme et de mon meilleur ami dans mon lit, parlant de ma stupidité et de ma naïveté. J'ai pensé aux mois de mensonges, de manipulation et de gaslighting. J'ai pensé au plan de voler mon entreprise et de me laisser sans rien. Je suis sûr. Alors nous nous battons, mais nous nous battons intelligemment. Plus de confrontation publique. Plus de gestes dramatiques. Désormais, tout passe par les avocats. Compris. Et Tom, changez vos serrures aujourd'hui. J'ai passé l'après-midi à Home Depot à acheter de nouveaux verrous et des caméras de sécurité. Quand je suis rentré chez moi, il y avait une voiture que je ne reconnaissais pas dans mon allée, une Mercedes noire avec des vitres teintées. Le conducteur était un homme en costume coûteux qui avait l'air de soulever des buiques pour le plaisir. Il est sorti quand il m'a vu arriver. Tom Foster? Ça dépend de qui demande. Je m'appelle Marcus Webb. Je représente votre femme dans sa procédure de divorce. Super. René avait engagé un avocat qui ressemblait à un tueur à gages de la mafia à temps partiel. Tout ce que vous avez à me dire, vous pouvez le dire à mon avocate. Ce n'est qu'une conversation amicale. D'homme à homme. Il a souri, mais son sourire n'a pas atteint ses yeux. Votre femme est très en colère contre ce qui s'est passé hier soir. Très embarrassée. Elle est prête à être raisonnable concernant le règlement du divorce. Si vous êtes prêt à être raisonnable concernant les preuves que vous avez collectées. Quel genre de raisonnable? Un partage 50-50e de tous les actifs, y compris l'entreprise, la garde conjointe des enfants, et toutes les photos, vidéos et enregistrements détruits. Et si je ne suis pas raisonnable? Son sourire est devenu plus large et plus froid. Alors les choses se gâtent. Les batailles pour la garde peuvent être très traumatisantes pour les enfants, Monsieur Foster, et les propriétaires de petites entreprises qui s'impliquent dans des scandales publics ont parfois du mal à conserver leurs clients. C'était une menace, même pas subtile. Vous savez ce qui est drôle avec les menaces, ai-je dit, sortant mon téléphone. Elles fonctionnent beaucoup mieux lorsque la personne que vous menacez n'a pas d'application d'enregistrement en cours d'exécution. Son sourire a disparu. Tout ce que vous venez de dire est enregistré, y compris les menaces implicites contre mon entreprise et mes enfants. Je suis sûr que mon avocate trouvera ça très intéressant. Vous ne pouvez pas. Je peux. Je l'ai fait. Et maintenant, vous pouvez quitter ma propriété avant que j'appelle la police et vous signale pour harcèlement et intimidation. Il est retourné dans sa Mercedes sans un mot de plus, mais j'avais le sentiment que ce n'était que le premier coup. Ce soir-là, après que les enfants aient été couchés, je me suis assis dans mon garage et j'ai fait l'inventaire. Financièrement, j'étais en bonne forme. L'entreprise était rentable, la maison était presque payée, et j'avais été assez intelligent pour garder des comptes séparés que René ne connaissait pas légalement, j'avais suffisamment de preuves pour l'enterrer dans n'importe quelle procédure de divorce. Émotionnellement. Eh bien, c'était plus compliqué. 15 ans de mariage ne disparaissent pas du jour au lendemain, même lorsque vous découvrez que votre femme vous a trahi.
Il y avait de bons souvenirs mêlés aux mauvais. Des moments où je croyais sincèrement que nous étions heureux, que nous construisions quelque chose ensemble. Mais ensuite, je me suis souvenu de la conversation que j'avais surprise, où elle avait qualifié notre mariage de décision commerciale, où elle avait ri de ma gratitude d'avoir réussi à épouser quelqu'un comme elle. Peut-être que les bons souvenirs n'étaient que de meilleurs mensonges. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro que je ne reconnaissais pas, ce n'est pas fini. Tu t'es fait beaucoup d'ennemis ce soir. Fais attention. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai transmise à Valérie Chaud avec une note, dossier de preuve HDS 47. Puis je me suis versé une bière, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à planifier mon prochain mouvement. Si Renée voulait une guerre, elle l'aurait. Mais elle était sur le point d'apprendre que son mari ennuyeux et prévisible avait été attentif toutes ces années. Et j'avais appris quelque chose sur la stratégie, la patience et l'élément de surprise. La bataille pour ma vie ne faisait que commencer. Le lundi matin a apporté 2 nouvelles qui ont tout changé. La première est venue de Jake Morrison, mon détective privé, qui a appelé à 7 heures avec des informations qui ont donné à mon café un goût de cendre. Tom, nous avons un problème. J'ai surveillé les activités de votre femme comme vous l'avez demandé. Et elle ne prépare pas seulement un divorce. Elle prévoit de vous détruire. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle a été en contact avec 3 de vos plus gros clients commerciaux, leur disant que vous faisiez une dépression nerveuse. Elle a des témoignages de voisins disant que vous avez agi de manière erratique, bu beaucoup, négligé votre entreprise. J'ai eu un coup au ventre. Quel client? Henderson Trucking, Métro Construction et Riverside Auto Group. Il représente environ 60% de vos revenus mensuels. 60%. Si je perdais ces contrats, je devrais fermer l'atelier dans les 6 mois. Il y a plus. Elle a aussi déposé une plainte auprès des services de protection de l'enfance, affirmant que vous êtes un parent indigne. Ils ouvrent une enquête. Basée sur quoi? Basée sur la fête de samedi soir. Elle dit que vous avez eu un épisode psychotique, menacé des gens avec des armes, et exposé des enfants à du matériel inapproprié. Tout ça, ce sont des mensonges. Je le sais. Vous le savez, mais les services de protection de l'enfance ne le savent pas encore. Ils vont vouloir vous interroger, vous et les enfants. La deuxième nouvelle est arrivée 1 heure plus tard, lorsque Max n'est pas descendu pour le petit déjeuner. Je l'ai trouvé dans sa chambre, assis sur son lit, son ordinateur portable ouvert, fixant l'écran avec un air d'horreur. Papa, tu dois voir ça. Il a tourné l'ordinateur portable vers moi. Sur l'écran se trouvait une page Facebook intitulée « La vérité sur Tom Foster ». Elle était remplie de photos de la fête de samedi soir, mais elles avaient été éditées pour me faire paraître ivre, agressif, menaçant les gens. Il y avait de faux témoignages de voisins inquiets décrivant mon comportement de plus en plus erratique. Il y avait même un clip audio trafiqué qui me faisait paraître crier sur mes enfants. Combien de personnes ont vu ça? Ça a été partagé 47 fois depuis hier. Et il y a plus. Il a cliqué sur une autre page. Quelqu'un a affiché des tracts dans le quartier avec votre photo et le mot « instable » en grosses lettres rouges. Je me suis assis lourdement sur son lit. C'était de la guerre psychologique à son meilleur, et j'étais en train de perdre. Papa, qu'est-ce qu'on va faire? Avant que je puisse répondre, la sonnette a retenti. Par la fenêtre, j'ai pu voir une femme en tailleur debout sur mon porche avec un presse-papier. Service de protection de l'enfance, ai-je dit. Max, emmène tes sœurs à l'école. Utilise la porte de derrière. Ne parle à personne de ce qui se passe à la maison. Mais, papa. Vas-y maintenant. Je m'en occupe. L'agente des services de protection de l'enfance était une femme à l'air fatiguée nommée Sarah Chen, qui faisait manifestement ce travail depuis trop longtemps. Elle a demandé à entrer, à regarder la maison avec l'œil exercé de quelqu'un formé pour repérer les signes de négligence ou de maltraitance, et m'a posé une série de questions sur ma santé mentale, ma relation avec mes enfants et les événements de samedi soir. Monsieur Foster, je dois vous demander, avez-vous bu plus que d'habitude ces derniers temps? Non. Avez-vous ressenti des sautes d'humeur, une dépression ou des pensées de vous faire du mal ou d'en faire à d'autres? Non. Avez-vous déjà consommé des drogues illégales devant vos enfants? Non. Elle a pris des notes après chaque réponse, son expression ne trahissant rien. Je vais devoir interroger vos enfants séparément, a-t-elle dit. Procédure standard. Ils sont à l'école.
Je m'arrangerai pour leur parler là-bas. En attendant, je dois vous faire comprendre que cette enquête est sérieuse. Si nous trouvons des preuves de négligence ou de maltraitance, nous n'aurons d'autre choix que de retirer les enfants de votre domicile. Après son départ, j'ai appelé Valérie Shaw. Il joue sale, lui ai-je dit. Plus sale que prévu. Ce personnage de Marcus Webb ne plaisante pas. Mais Tom, nous pouvons nous battre. La page Facebook est clairement diffamatoire. Nous pouvons la faire retirer et intenter un procès pour dommages-intérêts. La plainte des services de protection de l'enfance s'effondrera une fois qu'ils enquêteront réellement. Et la situation des clients? Elle a marqué une pause. Eh bien, c'est plus délicat. Qu'est-ce que tu veux dire? Les relations commerciales sont basées sur la confiance. Même si nous pouvons prouver que votre femme ment, les dommages à votre réputation pourraient être permanents. Certains de ses clients pourraient décider que le risque n'en vaut pas la peine de continuer à travailler avec vous. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous ripostez, mais avec prudence, méthodiquement, et vous documentez tout. Cet après-midi-là, je suis allé chez Henderson Trucking pour parler à Bob Henderson, qui était un client depuis 8 ans. Sa secrétaire m'a dit qu'il était en réunion, mais je pouvais le voir par la fenêtre de son bureau, et il pouvait me voir. Il a passé un coup de fil, et 5 minutes plus tard, la sécurité m'a escorté hors du bâtiment. Metro Construction ne m'a même pas laissé entrer par la porte d'entrée. Chez Riverside Auto Group, j'ai finalement eu l'occasion de parler au propriétaire, Jim Riverside. Tom, je te connais depuis 6 ans, a-t-il dit. Tu as toujours fait du bon travail pour nous, mais je ne peux pas associer mon entreprise à quoi que ce soit de tout ça. Jim, ce ne sont que des mensonges. Ma femme essaie de me détruire dans le divorce. Rien de ce qu'elle raconte aux gens n'est vrai. Peut-être pas, mais vrai ou non, c'est là. Mes clients posent des questions. Ma compagnie d'assurance pose des questions. Je ne peux pas me permettre de prendre le risque. Et si je peux prouver que tout est fabriqué? Alors peut-être pourrons-nous en parler. Mais d'ici là, il a haussé les épaules d'un air désolé. Je suis désolé, Tom. Vraiment. À la fin de la journée, j'avais perdu les 3 contrats majeurs. 15 ans à construire des relations, disparus en 48 heures. Ce soir-là, j'ai assis les enfants et leur ai expliqué ce qui se passait. Maman essaie de faire croire aux gens que je suis une mauvaise personne et un mauvais père, ai-je dit. Elle dit des mensonges sur moi pour essayer de gagner le divorce. C'est stupide, a dit Grace. Quiconque te connaît sait que tu n'es pas mauvais. Malheureusement, tout le monde ne me connaît pas aussi bien que vous. Alors, pendant les prochaines semaines, les choses pourraient être difficiles. Les gens pourraient vous poser des questions sur moi, sur notre famille. J'ai besoin que vous disiez la vérité, mais j'ai aussi besoin que vous soyez prudente. Quel genre de questions, a demandé Max. À propos de si j'ai bu ou crié ou agi étrangement. À propos de si vous vous sentez en sécurité à la maison. Mais nous nous sentons en sécurité, a dit Lily. Plus en sécurité que quand maman était là. Je sais, mais certaines personnes pourraient ne pas le croire. Les jours suivants ont été un cauchemar de bureaucratie et de manœuvres juridiques. L'agente des services de protection de l'enfance a interrogé chacun de mes enfants, fouillé ma maison et demandé mes dossiers médicaux et mon historique d'emploi. Mon avocate a déposé des requêtes pour faire retirer la page Facebook et empêcher René de contacter mes associés. L'avocat de René a déposé des contre-requêtes, affirmant que je harcelais sa cliente et exigeant que je sois forcé de subir une évaluation psychologique. Malgré tout, j'ai continué à travailler. Mes gros contrats étant partis, je me suis concentré sur des petits boulots, des vidanges, des réparations de freins, le genre de travaux d'entretien de base qui faisaient fonctionner les voitures du quartier. La rémunération était moindre, mais c'était régulier, et cela me tenait occupé pendant que les avocats se battaient. Le jeudi, Jake Morrison a appelé avec des nouvelles qui ont tout changé. Tom, j'ai fouillé dans les finances de votre femme, et j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Elle a déplacé de l'argent. Quel genre d'argent? De grosses sommes. Au cours des 3 derniers mois, elle a transféré près de 40 000 $ de vos comptes conjoints vers des comptes que je ne peux pas retracer. Peut-être des comptes offshore. 40 000 $. Ce n'est pas tout. Tu te souviens de ce téléphone jetable que tu as trouvé? Je l'ai surveillé et elle a été en contact avec quelqu'un aux îles Caïmans. Il semble qu'elle prépare ce divorce depuis bien plus longtemps que vous ne le pensiez. Combi. N de temps?
Au moins 6 mois, peut-être plus, Tom. Je pense qu'elle a systématiquement caché des actifs en prévision du divorce. Si j'ai raison, elle a commis une fraude à grande échelle. C'était la percée que j'attendais. La fraude financière était un crime fédéral, et cela me donnerait un levier dans la procédure de divorce et la bataille pour la garde. Peux-tu le prouver? Je travaille dessus, mais j'ai besoin de plus de temps et de plus de ressources. Ce genre d'enquête n'est pas bon marché. Fais-le, quoi que ça coûte. Il y a autre chose. Cet avocat, Marcus Webb, il a une réputation. Il a été impliqué dans 3 autres affaires où le mari est mort dans des circonstances suspectes pendant la procédure de divorce. Mort? Des accidents de voiture, des chutes, ce genre de choses. Rien qui puisse être prouvé, mais le schéma est inquiétant. Un frisson m'a parcouru l'échine. Tu es en train de dire. Je dis, soyez prudent, Tom. Faites attention à vous et envisagez peut-être d'embaucher de la sécurité. Cette nuit-là, j'ai installé des serrures supplémentaires sur toutes les portes et fenêtres. J'ai installé des détecteurs de mouvement autour de la propriété, et je me suis assuré que mon coffre-fort pour armes était facilement accessible. Si René voulait jouer pour de bon, je jouerais pour de bon, mais je jouerais pour gagner. La fin est arrivée un vendredi matin d'octobre, exactement 6 semaines après la fête qui avait tout déclenché. J'étais à l'atelier, travaillant sur un frein pour Madame Patterson ironiquement, l'une des rares voisines qui était restée fidèle après le scandale lorsque Jake Morrison a appelé avec des nouvelles qui ont fait trembler mes mains. Tom, on l'a eu. L'enquête financière est terminée et c'est pire que ce que nous pensions. Combien de fois pire? Elle n'a pas seulement caché 40 000 $. Elle a systématiquement pillé vos comptes pendant plus d'1 an. Le total est plus proche de 200 000 $. Je me suis assis lourdement sur mon tabouret de mécanicien. 200 000 $ représentaient presque tout ce que j'avais économisé en 15 ans de mariage. Mais voici le plus beau, a poursuivi Jake. Elle est devenue gourmande. Le compte offshore qu'elle utilisait est lié à une opération de blanchiment d'argent que le FBI enquête. Quand ils traceront le flux d'argent, ils la trouveront en plein milieu. Va-t-elle en prison? Si les fédéraux décident de poursuivre, absolument. Nous parlons de fraude électronique, de blanchiment d'argent, d'évasion fiscale. Elle pourrait écoper de 10 à 15 ans. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous déclenchons le piège, mais nous le faisons correctement, avec un impact maximal. Êtes-vous prêt à en finir? Je suis prêt depuis le jour où j'ai trouvé ce téléphone jetable. Le plan que Jake a esquissé était élégant dans sa simplicité. Nous attendrions que René fasse son prochain mouvement. Et selon nos informations, ce mouvement était imminent. Elle avait préparé ce que son avocat appelait une « option nucléaire », une conférence de presse publique où elle m'accuserait de violence domestique, d'abus financiers et de manipulation psychologique. L'objectif était de détruire ma réputation si complètement que je n'aurais d'autre choix que d'accepter le règlement qu'elle proposerait. La conférence de presse était prévue pour le lundi matin au palais de justice du centre-ville. Toutes les stations d'information locales avaient été invitées. René avait même embauché une entreprise de relations publiques pour gérer la couverture médiatique. Elle n'avait aucune idée que je serais là aussi, avec des preuves qui la détruiraient à sa place. Lundi matin, j'ai enfilé mon meilleur costume et me suis rendu au centre-ville avec Jake Morrison et Valérie Shaw. Nous sommes arrivés au palais de justice 30 minutes avant l'heure prévue de la conférence de presse et avons pris position à l'arrière de la foule. René est apparu à exactement 11 heures, flanqué de Marcus Webb et d'une femme que je ne reconnaissais pas, probablement la consultante en relations publiques. Elle était parfaite, coiffure et maquillage professionnel, vêtue d'une robe bleue conservatrice qui la faisait paraître vulnérable et sympathique. La performance qui a suivi était magistrale. Elle a parlé des années d'abus émotionnels qu'elle avait endurés, du contrôle financier que j'avais exercé sur elle, des menaces et de l'intimidation qui l'avaient forcée à fuir notre maison par peur pour sa sécurité. Elle a pleuré aux moments opportuns, sa voix se brisant lorsqu'elle a parlé de nos enfants et de la façon dont ils avaient été traumatisés par mon comportement. Je prends la parole aujourd'hui, a-t-elle dit, regardant directement les caméras, parce qu'aucune femme ne devrait avoir à souffrir en silence. Aucun enfant ne devrait avoir à vivre dans la peur. De son propre père. Tom Foster est un homme dangereux et je prie pour que les tribunaux protègent mes enfants de lui. C'était une performance dévastatrice. Si je n'avais pas connu la vérité, j'aurais pu la croire moi-même. Quand elle a eu fini,
Marcus Webb s'est avancé vers le microphone. Madame Foster ne répondra pas aux questions pour le moment, mais nous déposerons des requêtes supplémentaires cet après-midi pour demander la garde d'urgence des enfants et la saisie immédiate des biens professionnels de Monsieur Foster pour l'empêcher de les cacher à l'étranger. C'était mon signal. Je me suis levé à l'arrière de la foule et j'ai levé la main. J'ai une question. Toutes les caméras de l'endroit se sont tournées vers moi. Le visage de Renée est devenu blanc quand elle m'a vu. Monsieur Foster, a dit Marcus Webb rapidement. Ce n'est pas le lieu approprié. En fait, c'est le lieu idéal, ai-je dit en marchant vers l'avant de la foule. Puisque ma femme a choisi de porter des accusations publiques contre moi, je pense que le public mérite d'entendre toute la vérité. J'ai atteint le podium et j'ai sorti une épaisse enveloppe Kraft. Mesdames et messieurs de la presse, je m'appelle Tom Foster et je suis ici pour répondre aux allégations de ma femme avec des faits. La sécurité s'est dirigée vers moi, mais Valérie Shaw s'est avancée avec un document judiciaire. Mon client a tout le droit de répondre aux allégations publiques, a-t-elle dit. C'est un forum public. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti le premier document. Ceci est un mandat d'arrêt fédéral contre Renée Foster pour fraude électronique, blanchiment d'argent et évasion fiscale. Il a été émis ce matin sur la base de preuves qu'elle a volé plus de 200 000 $ de nos comptes conjoints et a caché l'argent dans des comptes offshore liés à une organisation criminelle. La foule a éclaté, les caméras ont flashé. Les journalistes ont crié des questions. Renée a essayé de courir, mais des agents du FBI qui attendaient dans des voitures banalisées ont encerclé les marches du palais de justice. Ceci est également une ordonnance du tribunal, ai-je continué, sortant un autre document. M'accordant la garde complète de nos enfants sur la base de preuves que Madame Foster s'est livrée à la prostitution, à la consommation de drogue et à la mise en danger d'enfants. C'est un mensonge, a crié Renée alors que les agents du FBI lui passaient les menottes. Et ceci, ai-je dit, brandissant une clé USB, contient plus de 40 heures d'enregistrements audio et vidéo qui documentent l'adultère de Madame Foster, sa conspiration pour me frauder de mon entreprise et sa campagne systématique pour détruire ma réputation par de fausses accusations. Marcus Webb reculait du podium, essayant clairement de se distancer de sa cliente. Les enregistrements documentent également les tentatives de Monsieur Webb de m'intimider et ses menaces contre mes enfants, ai-je ajouté. Je crois que l'ordre des avocats trouvera ces enregistrements très intéressants. Alors que Renée était emmenée me noter, elle m'a regardé avec une haine pure. Tu penses avoir gagné, a-t-elle crié. Tu penses que c'est fini? Je te détruirai, Tom Foster. Je détruirai tout ce qui t'importe. Tu as déjà essayé, ai-je dit calmement. Ça n'a pas marché. La conférence de presse a sombré dans le chaos. Les journalistes m'ont assailli de questions, mais je n'avais rien de plus à dire. Les preuves parleraient d'elles-mêmes. Cet après-midi-là, j'ai récupéré mes enfants à l'école et les ai ramenés chez nous sur Avrilan. La maison qui était maintenant vraiment la nôtre, libre de mensonges, de manipulations et de trahisons. Maman va vraiment en prison, a demandé Max alors que nous étions assis autour de la table de la cuisine. Oui, pour longtemps. Bien, a dit Grace d'un ton neutre. Elle était méchante. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, a demandé Lily. Maintenant, nous reconstruisons, ai-je dit. Nous trouvons comment redevenir une famille. Nous apprenons à nous faire confiance et nous allons de l'avant ensemble. Ensemble, a dit Max. 6 mois plus tard, j'ai rouvert Foster Réparation Automobile avec un nouvel emplacement, de nouveaux équipements et la plupart de mes anciens clients de retour. Le scandale avait en fait aidé mon entreprise de manière inattendue. Les gens respectaient le fait que j'avais lutté contre l'injustice et gagné. Renée a été condamné à 12 ans de prison fédérale. Marcus Webb a été radié du barreau et fait actuellement l'objet d'une enquête pour intimidation de témoins et complot. Nicole Brennan a déménagé après que son mari ait divorcé d'elle et ait obtenu la garde de leurs enfants. La maison sur Avrilan est calme maintenant, mais c'est une bonne tranquillité. Le genre de tranquillité qui vient de la paix plutôt que des secrets. Mes enfants s'épanouissent. Max postule pour des unives. RCT. Les jumelles ont rejoint l'équipe de football et se font de nouvelles amies. Et moi, j'apprends à être heureux à nouveau, j'apprends à faire confiance à nouveau, j'apprends que parfois la meilleure façon de gérer la trahison est de se lever, de riposter et de refuser d'être une victime. Renée s'était trompée sur une chose. Je n'étais pas prévisible après tout. J'étais juste patient.